Dans la nuit du 26 décembre 1969, des commandos israéliens ont réalisé l'impossible. Voler un système radar soviétique de 4 tonnes directement du territoire égyptien. Cette opération audacieuse allait changer le cours de la guerre d'usure et humilier le KGB devant le monde entier. En 1967, après la victoire éclatante d'Israël lors de la guerre des 6 jours, le canal de Suez devient une ligne de front explosive. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser refuse d'accepter la défaite. Le 1er juillet 1967, l'artillerie égyptienne commence à bombarder les positions israéliennes le long du canal, marquant le début de ce qui sera connu comme la guerre d'usure. Cette stratégie vise à épuiser Israël économiquement et militairement, à infliger des pertes continues jusqu'à ce que l'État hébreu ne puisse plus tenir. En mars 1969, Nasser intensifie les attaques, terminant officiellement le cessez-le-feu de 1967. L'Union soviétique ne reste pas les bras croisés. Moscou fournit massivement l'Égypte en équipement militaire de pointe, chars T-55 et T-62, avions de combat MiG-21, missiles sol-air SA-2 et SA-3 et surtout des systèmes radars sophistiqués. Des milliers de conseillers militaires soviétiques arrivent en Égypte pour former les troupes égyptiennes et superviser l'installation de ces équipements. L'objectif du Kremlin est clair, reconstruire l'armée égyptienne détruite en 1967 et transformer le canal de Suez en un mur défensif impénétrable. Pour Israël, la situation devient préoccupante. La force aérienne israélienne, qui avait dominé les cieux en 1967, commence à rencontrer des difficultés. Les avions A4 Skyhawk et F4 Phantom, qui pénètrent en profondeur dans le territoire égyptien, sont désormais détectés bien plus tôt qu'auparavant. Les pertes commencent à s'accumuler. Les pilotes israéliens rapportent que leur technique de vol à basse altitude, efficace contre les anciens radars, ne fonctionne plus aussi bien. Quelque chose a changé dans les capacités de détection égyptiennes. Le renseignement militaire israélien, l'Aman, travaille jour et nuit pour comprendre cette nouvelle menace. Les analystes scrutent chaque mission, chaque interception, cherchant des indices. En novembre 1969, des missions de reconnaissance photographique révèlent enfin le coupable. Un nouveau type d'installation radar dans la région de Ras Gareb, sur la côte ouest du golfe de Suez. Les photos montrent d'une antenne en forme de grille montée sur des camions ZIL 157. C'est un radar P12, nom de code OTAN Spoon Rest A, un système que les Israéliens n'avaient jamais capturé auparavant. Ce radar représente une génération technologique supérieure au système P10 capturé pendant la guerre des 6 jours. L'Aman estime que le P12 peut détecter des avions à basse altitude à plus de 200 km de distance. Il fonctionne dans la bande VHF entre 150 et 170 MHz, ce qui le rend particulièrement efficace contre les vols à basse altitude et résistant aux techniques de brouillage israéliennes. Sans comprendre comment ce système fonctionne, sans connaître ses fréquences exactes et ses caractéristiques de signal, la force aérienne israélienne ne peut pas développer de contre-mesures efficaces. Chaque mission en profondeur devient plus dangereuse, chaque pilote risque davantage sa vie. Le commandement supérieur israélien se réunit pour évaluer les options. Détruire le radar par une frappe aérienne est envisagé, mais rapidement écarté. Une attaque détruirait la précieuse technologie que les Israéliens veulent étudier. De plus, les Soviétiques remplaceraient simplement le radar détruit par un nouveau. Non, il faut capturer le système intact. C'est la seule façon d'obtenir tous les secrets techniques nécessaires pour développer de contre-mesures efficaces. Mais comment voler un système radar de 4 tonnes gardé par des soldats égyptiens à plusieurs kilomètres à l'intérieur du territoire ennemi et le ramener en territoire israélien ? L'idée semble folle, presque impossible, mais c'est précisément le genre de mission audacieuse qu'Israël a exécutée par le passé. Si vous êtes fasciné par ces opérations militaires audacieuses qui ont changé l'histoire, écrivez « Radar » dans les commentaires et abonnez-vous à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres secrets de la guerre moderne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos révélations historiques. Le 23 décembre 1969, une nouvelle série de photos de reconnaissance arrive au quartier général du renseignement militaire israélien à Tel Aviv. Les analystes examinent minutieusement chaque détail des clichés pris au-dessus de Ras Gareb. L'installation radar P12 est toujours là, apparemment opérationnelle, avec son antenne caractéristique montée sur un camion. Mais cette fois, les analystes remarquent quelque chose de crucial. La garde semble légère,
peut-être une vingtaine de soldats égyptiens au maximum. L'installation est isolée, située près de la côte, à environ 6 km du point de débarquement potentiel à Ras Gareb. Le général Haïm Bar-Lev, chef d'état-major de Tsahal, convoque une réunion d'urgence. Les responsables du renseignement présentent leur évaluation. Cette installation radar représente une opportunité unique. Sa position isolée, la garde relativement faible et sa proximité avec la mer Rouge en font une cible potentiellement accessible. Mais le temps presse. Les services de renseignement ne peuvent garantir que le radar restera à cet emplacement indéfiniment. Les soviétiques sont connus pour déplacer régulièrement leurs équipements sensibles, surtout après avoir détecté une activité de reconnaissance ennemie. Le lieutenant-colonel Aryeh Sidran, commandant de la 35e brigade de parachutistes, est immédiatement contacté. Sa brigade fait partie des unités d'élite les plus performantes de Tsahal, spécialisées dans les opérations derrière les lignes ennemies. Sidran écoute attentivement le briefing du renseignement. La mission est extraordinairement complexe. Infiltrer une force de combat en territoire ennemi, neutraliser les gardes, démonter un système radar sophistiqué dont personne ne connaît exactement la structure, le charger dans des hélicoptères et s'échapper avant que l'armée égyptienne ne réagisse. Tout cela en pleine nuit, à des kilomètres de la ligne de front. Le défi technique est colossal. Le radar P12 se compose de plusieurs éléments. L'antenne elle-même, montée sur un camion ZIL 157, pesant environ 2 tonnes, et la cabine de commandement et de communication, un conteneur de 4 tonnes contenant tous les équipements électroniques, les oscilloscopes, les systèmes de traitement du signal et la documentation technique. C'est cette documentation qui intéresse particulièrement les Israéliens. Les manuels d'opération, les schémas techniques, les fréquences de fonctionnement. Ces documents sont aussi précieux que le matériel lui-même. La force aérienne israélienne possède récemment un nouvel atout. Les hélicoptères lourds Sikorsky CH-53, nom de code Yassour en hébreu. Ces appareils américains viennent d'arriver en Israël en octobre 1969, il y a seulement 2 mois. Selon les spécifications du fabricant, un CH-53 peut transporter une charge externe de 3 tonnes. Le problème est que la cabine de commandement du radar pèse environ 4 tonnes. Les pilotes israéliens n'ont pas encore suffisamment d'expérience avec ces nouveaux hélicoptères pour savoir s'ils peuvent dépasser la limite de charge officielle sans compromettre la sécurité. Le colonel Yosef Peled, commandant de la 50e brigade du Nahal, dont le bataillon de parachutistes doit participer à l'opération, exprime ses inquiétudes. Chaque élément de cette mission dépend du précédent. Si les hélicoptères Super Frelon transportant les commandos sont détectés pendant l'approche, toute l'opération échoue. Si les parachutistes ne peuvent pas neutraliser rapidement les gardes, l'alarme sera donnée. Si le démontage du radar prend trop de temps, les renforts égyptiens arriveront. Si les CH-53 ne peuvent pas soulever les charges, tout l'effort aura été vain. C'est une cascade de variables, chacune pouvant provoquer un désastre. Mais il y a aussi un élément psychologique crucial. Les Soviétiques et les Égyptiens ne s'attendent pas à une telle audace. Qui serait assez fou pour tenter de voler un système radar entier en plein territoire ennemi? Cette arrogance présumée de l'ennemi pourrait être l'atout le plus important d'Israël. L'effet de surprise pourrait compenser tous les risques techniques et logistiques. Dans les bureaux du renseignement, les analystes continuent de scruter les photos satellites et les rapports des agents. Chaque détail compte. La topographie du terrain autour de l'installation, les positions probables des gardes, les routes accessoires que les renforts égyptiens pourraient emprunter, les stations radar voisines qui pourraient détecter l'approche des hélicoptères. Un spécialiste de la guerre électronique est consulté sur les capacités du radar P12 lui-même. Pourrait-il détecter les hélicoptères israéliens s'approchant à basse altitude sur la mer Rouge? La réponse est incertaine, ce qui ajoute une couche supplémentaire de risque à une mission déjà périlleuse. Le 24 décembre 1969 au matin, la décision est prise. L'opération est approuvée. Le nom de code est immédiatement choisi, Opération Coq 53, le 53 faisant référence au numéro de modèle de l'hélicoptère CH-53 qui jouera un rôle central dans la mission. L'état-major dispose de moins de 48 heures pour planifier chaque détail d'une des opérations les plus complexes jamais tentées par Tsahal. L'horloge commence à trôner et chaque heure compte. Le lieutenant-colonel Aryeh Sidran rassemble immédiatement ses commandants d'unité. La 35e brigade de parachutistes est mise en alerte maximale. Les soldats ne connaissent pas encore la nature exacte de la mission, mais ils savent que quelque chose d'important se prépare. Sidran sélectionne personnellement les hommes qui participeront à l'assaut.
des vétérans expérimentés, tous ayant déjà participé à des opérations derrière les lignes ennemies. Ils devront non seulement être des combattants efficaces, mais aussi des techniciens capables de démonter rapidement un système complexe sous la pression. La plus grande incertitude concerne le démontage du radar. Les Israéliens possèdent des radars P-10, une génération précédente du système soviétique, capturés pendant la guerre des 6 jours. Ces radars sont immédiatement sortis du stockage et installés dans une base militaire isolée dans le désert du Negev. Les ingénieurs et les parachutistes passent les 24 et 25 décembre à pratiquer le démontage et le remontage des P-10 encore et encore, chronométrant chaque étape. Ils découvrent que certains boulons nécessitent des clés spéciales, que certains câbles sont particulièrement difficiles à déconnecter sans endommager les composants délicats. Mais il y a un problème crucial. Le P-12 n'est pas identique au P-10. Les ingénieurs israéliens ne peuvent que supposer que les systèmes sont similaires, mais ils ne peuvent en être certains. Les soviétiques ont probablement modifié la conception, amélioré certains aspects, changé peut-être les méthodes de fixation. Les parachutistes devront improviser sur place, adapter leurs techniques apprises sur le P-10 à la réalité du P-12. C'est un risque calculé, mais un risque néanmoins. Cette opération nécessitait une précision chirurgicale et un courage exceptionnel. Restez avec nous pour découvrir comment cette audacieuse mission s'est déroulée dans la nuit du désert égyptien. La force aérienne prépare son propre plan. 3 hélicoptères aérospatiales Super Frelon seront utilisés pour transporter la force d'assaut depuis une base en Sinaï occupée jusqu'au point de débarquement à Ras Arab, à 6 km à l'ouest de l'installation radar. Ces appareils lourds, normalement utilisés par la marine israélienne, sont choisis pour leur capacité à transporter un grand nombre de soldats équipés. Le trajet se fera à très basse altitude, au-dessus du golfe de Suez, pour éviter la détection par les radars égyptiens. Les 2 hélicoptères CH-53 Yassour attendront de l'autre côté du golfe de Suez en territoire israélien, en Sinaï. Ils ne traverseront vers le territoire égyptien qu'une fois que les parachutistes auront sécurisé le site et démonté le radar, minimisant ainsi leur exposition au danger. Les pilotes des CH-53, le capitaine Gideon Dror et son équipage, sont briefés sur la charge inhabituelle qu'ils devront transporter. 4 tonnes, c'est 33% au-dessus de la limite officielle de l'hélicoptère. Les ingénieurs de la force aérienne font des calculs rapides. La distance est courte, environ 15 km à travers le golfe de Suez. Si les conditions météorologiques sont favorables, si les pilotes sont prudents, cela devrait être possible, mais personne n'est totalement certain. Un élément crucial du plan est la diversion. Pendant que les hélicoptères transportant les commandos s'approcheront de Ras Arab, la force aérienne israélienne lancera des frappes massives tout au long du canal de Suez et sur la côte de la mer Rouge. Des A4 Skyhawk et des F4 Phantom bombarderont des positions égyptiennes à des dizaines de kilomètres au nord et au sud de l'objectif. Le bruit des explosions et le chaos créé par ces attaques masqueront le son des rotors des Super Frelons et détourneront l'attention des défenseurs égyptiens. C'est une orchestration complexe qui nécessite une synchronisation parfaite entre toutes les unités participantes. Le plan d'évasion est aussi critique que le plan d'insertion. Une fois le radar chargé dans les CH-53, les parachutistes devront être rapidement évacués. Les Super Frelons retourneront pour récupérer la force d'assaut, mais si quelque chose tourne mal, si les hélicoptères sont endommagés ou si les Égyptiens réagissent plus rapidement que prévu, les commandos devront se replier vers la côte et être extraits par des moyens alternatifs. Des bateaux rapides de la marine israélienne seront en position dans le golfe de Suez, prêts à intervenir en cas d'urgence. Le 25 décembre le soir, Sidran rassemble ses hommes pour le briefing final. Des maquettes du site radar sont disposées sur une grande table. Les photos de reconnaissance sont projetées sur un écran. Chaque section reçoit ses objectifs spécifiques. Le groupe d'assaut qui neutralisera les gardes, les équipes techniques qui démonteront le radar, les groupes de sécurité qui établiront un périmètre défensif. Les soldats posent des questions, discutent des contingences, révisent leurs procédures. Ils savent tous que cette mission est extraordinaire, peut-être unique dans leur carrière. À 21h le 26 décembre, les premiers avions de combat israéliens décollent. Les Super Frelons démarrent leurs moteurs, les pales commencent à tourner. Dans la cabine, les parachutistes vérifient une dernière fois leur équipement. Armes, munitions, outils de démontage, explosifs en cas d'urgence, radio.
L'opération Coq 53 commence officiellement. Les prochaines heures détermineront si cette audacieuse tentative sera un triomphe historique ou un désastre militaire. À 21h pile, le 26 décembre 1969, le ciel au-dessus du canal de Suez s'illumine d'explosions. Des A-4 Skyhawk et des F-4 Phantom de la force aérienne israélienne frappent simultanément des positions égyptiennes sur toute la longueur du canal et le long de la côte de la mer Rouge. Les bombes pleuvent sur les installations militaires, les batteries d'artillerie, les dépôts de munitions. L'artillerie égyptienne riposte. Les missiles sol-air SA-2 et SA-3 illuminent la nuit de leur traînée blanche. C'est exactement le chaos que les planificateurs israéliens voulaient créer. Cachés par le bruit assourdissant des explosions et des réacteurs d'avions de combat, 3 hélicoptères Super Frelon volent à très basse altitude, au-dessus des eaux sombres du golfe de Suez. À l'intérieur, les parachutistes de la 35e brigade sont serrés les uns contre les autres, leurs visages noircis au cirage, leurs armes chargées. Le lieutenant-colonel Aryeh Sidran et son adjoint, le major Doron Rubin, surveillent attentivement la progression via les communications radio. Les pilotes maintiennent les appareils à moins de 10 mètres au-dessus de l'eau, une altitude dangereusement basse, mais nécessaire pour éviter la détection radar. À 22h30, les Super Frelons atteignent la plage de Ras Arab, à environ 6 km à l'ouest de l'installation radar. Les hélicoptères se posent rapidement sur le sable, les portes latérales s'ouvrent et les parachutistes jaillissent dans la nuit. En quelques secondes, tous les hommes sont au sol. Les Super Frelons redécollent immédiatement et retournent vers le golfe, où ils attendront l'ordre de revenir pour l'extraction. Les commandos se regroupent rapidement, vérifient leur équipement et commencent leur progression vers l'est, vers leur objectif. La marche à travers le désert est épuisante. Les soldats portent non seulement leurs armes et munitions, mais aussi les outils de démontage, clés, tournevis, couteaux, câbles. Le terrain est rocailleux et accidenté. Ils progressent en silence total, utilisant des lunettes de vision nocturne pour naviguer. Chaque bruit pourrait trahir leur présence. Le temps est compté. Ils doivent atteindre le radar, neutraliser les gardes, démonter le système et être prêts pour l'extraction avant l'aube, dans environ 7 heures. Vers minuit du dimanche 27 décembre, les éclaireurs signalent visuellement l'installation radar. Dans l'obscurité, ils peuvent distinguer la silhouette caractéristique de l'antenne P12, ces 12 antennes Yagi montées en 2 rangées de 6. Des lumières faibles indiquent la présence de gardes. Sidran fait signe à ses hommes de se mettre en position. Les commandos rampent les dernières centaines de mètres, se rapprochant silencieusement du périmètre. Le générateur diesel qui alimente le radar produit un ronronnement constant, masquant providentiellement le bruit de leur approche. À environ 50 mètres de l'installation, 2 gardes égyptiens aperçoivent soudainement des mouvements dans l'obscurité. Ils crient un avertissement et ouvrent le feu. Instantanément, les parachutistes israéliens ripostent. Des rafales d'armes automatiques déchirent la nuit. L'élément de surprise est partiellement perdu, mais les Israéliens ont l'avantage du nombre et de l'entraînement. En quelques minutes, l'engagement est terminé. 2 gardes égyptiens sont tués, 4 autres sont capturés et 3 parviennent à s'échapper dans le désert. Un soldat israélien est blessé, mais pas gravement. Les équipes de sécurité établissent immédiatement un périmètre défensif autour du site. Des soldats sont positionnés sur les routes d'accès, des mitrailleuses sont installées, des explosifs sont préparés en cas de nécessité. Pendant ce temps, les équipes techniques se précipitent vers le radar. Les ingénieurs allument des lampes à faible luminosité rouge pour préserver leur vision nocturne et commencent à examiner le système. La première constatation est troublante. Le P12 n'est pas exactement comme le P10. Les boulons sont différents, les connecteurs électriques ne sont pas aux mêmes endroits, la structure de montage a été modifiée. Les heures suivantes sont une course contre la montre. Les techniciens travaillent fébrilement, déconnectant les câbles, dévissant les boulons, démontant les composants. Certains outils préparés pour le P10 ne fonctionnent pas sur le P12. Les soldats improvisent, utilisent d'autres méthodes, forcent parfois délicatement des connexions récalcitrantes. Un spécialiste en guerre électronique trouve les manuels d'opération dans la cabine de commandement. Des documents en russe couverts de tampons top secrets soviétiques. Ces documents sont immédiatement mis à côté dans des conteneurs étanches. Ils valent autant que le radar. Vers 2 heures du matin le 27 décembre, le démontage est enfin terminé. L'antenne radar est séparée de son support et prête à être transportée. La cabine de commandement de 4 tonnes est déconnectée de son châssis de camion. Les composants sont soigneusement préparés pour l'élingage par les hélicoptères. Sidran contacte par radio le commandement, objectif sécurisé, colis prêt pour extraction. À travers le golfe de Suez, les 2 CH-53 Yassour reçoivent l'ordre de décoller.
Les 2 hélicoptères lourds CH-53 traversent le golfe de Suez à basse altitude, leur puissant rotor Sikorsky battant l'air nocturne. Le capitaine Gideon Dror, aux commandes du premier appareil, sent l'adrénaline monter alors qu'il s'approche du site égyptien. C'est le moment de vérité. Ces machines vont-elles pouvoir soulever des charges bien au-delà de leurs limites officielles? À 2h30 du matin, les CH-53 arrivent au-dessus de l'installation radar. Les projecteurs des hélicoptères illuminent la scène, révélant les parachutistes qui s'activent autour des composants démontés. Le premier CH-53 se positionne au-dessus de la cabine de commandement. Les soldats au sol attachent les câbles d'élingage, vérifient chaque connexion. Le pilote augmente progressivement la puissance, les turbines T-64 hurlent, les pales créent un tourbillon de sable. L'hélicoptère tire vers le haut, les câbles se tendent. Pendant quelques secondes angoissantes, rien ne se passe. Puis, lentement, la cabine de 4 tonnes commence à se soulever du sol. L'appareil vibre dangereusement, le pilote compense constamment, mais miraculeusement, la charge décolle. Les parachutistes au sol poussent des cris de victoire étouffés. Cela fonctionne. Le deuxième CH-53 procède de la même manière avec l'antenne radar et son support, une charge de 2 tonnes plus gérable. En quelques minutes, les 2 hélicoptères, leurs précieuses charges suspendues sous leur ventre, commencent leur traversée de retour du golfe de Suez. Le vol est précaire. Le premier CH-53, surchargé au-delà de toute prudence, vole dangereusement bas, ses moteurs poussés à leur limite absolue. Soudain, à mi-chemin, une alarme hydraulique retentit dans le cockpit. Une rupture hydraulique causée par la surcharge. Le pilote lutte avec les commandes, mais parvient à maintenir l'appareil stable. 15 minutes après le décollage, les 2 CH-53 franchissent la ligne du Sinaï contrôlée par Israël et se posent en sécurité. Pendant ce temps, à Ras Gareb, les super frelons sont revenus récupérer la force de parachutistes. Les commandos embarquent rapidement, emmenant avec eux les 4 prisonniers égyptiens. À 3h du matin, tous les participants israéliens à l'opération Coq 53 sont de retour en territoire contrôlé. L'opération est un succès complet. Un soldat israélien blessé léger, 2 gardes égyptiens tués, mais le radar P-12 soviétique le plus moderne, complètement intact, avec toute sa documentation classée, est maintenant entre les mains du renseignement militaire israélien. Les jours suivants sont une frénésie d'activité dans les installations secrètes du renseignement israélien. Des ingénieurs, des physiciens, des spécialistes en guerre électronique se rassemblent autour du radar capturé. Ils le démontent minutieusement, photographient chaque composant, analysent chaque circuit. Les manuels d'opération soviétiques sont traduits du russe vers l'hébreu. Les fréquences exactes de fonctionnement sont identifiées, les caractéristiques du signal sont mesurées, les vulnérabilités potentielles sont explorées. Cette mine d'informations permet aux ingénieurs israéliens de développer rapidement des contre-mesures électroniques spécifiquement conçues pour aveugler le P-12. Mais Israël ne garde pas ces informations pour lui seul. Des représentants de la CIA américaine sont invités à examiner le radar. Les États-Unis, profondément engagés dans la guerre du Vietnam, où les systèmes de défense aérienne soviétiques causent de lourdes pertes aux pilotes américains, sont extrêmement intéressés. Les technologies de brouillage développées grâce à l'étude du P-12 seront rapidement intégrées dans les avions américains opérant en Asie du Sud-Est. Cette coopération renforce encore davantage les liens militaires israéliens et américains, une relation qui bénéficiera aux 2 nations dans les décennies suivantes. L'Égypte tente initialement de garder le vol secret, mais c'est impossible. Le 3 janvier 1970, l'histoire explose dans tous les grands journaux européens. Le Times de Londres, Le Monde à Paris, tous rapportent l'audacieuse opération israélienne. Des caricatures politiques moquent l'incident, certaines montrant des hélicoptères israéliens volant au-dessus des pyramides avec des radars suspendus sous eux. L'humiliation pour l'Égypte est immense, mais elle est mineure comparée à la fureur du Kremlin. À Moscou, le KGB et le ministère de la Défense sont dans une rage absolue. Comment les Égyptiens ont-ils permettre qu'un des systèmes radars les plus modernes de l'Union soviétique, avec toute sa documentation classée, tombe aux mains de l'ennemi? Les conseillers militaires soviétiques en Égypte sont sévèrement réprimandés. Le Kremlin menace publiquement de cesser toutes les livraisons d'armes à l'Égypte, accusant les Égyptiens d'incompétence et de négligence criminelle dans la protection des équipements soviétiques. Mais la colère soviétique s'apaise rapidement. L'Union soviétique ne peut pas se permettre de perdre l'Égypte comme alliée dans la région stratégiquement vitale du Moyen-Orient.
Quelques semaines après l'incident, de nouveaux systèmes radars, des missiles, des avions sont envoyés au Caire. L'Égypte reçoit même le successeur du P-12, le radar P-18, supposé amélioré et plus difficile à compromettre. Mais le mal est fait. Les secrets du P-12 sont désormais connus et l'aura d'invincibilité de la technologie militaire soviétique a reçu un coup sévère. Pour Israël, l'opération Coq 53 devient instantanément légendaire. Elle illustre tout ce que les forces de défense israéliennes prétendent incarner. Audace, innovation, capacité à accomplir l'impossible avec des ressources limitées. Les parachutistes qui ont participé à la mission reçoivent des distinctions. Le lieutenant-colonel Aryeh Sidron et le capitaine Gideon Dror deviennent des héros. L'opération est étudiée dans les académies militaires du monde entier comme un exemple parfait de planification méticuleuse, d'exécution audacieuse et d'exploitation intelligente d'informations de renseignement. L'impact à long terme de l'opération dépasse largement la simple capture d'un radar. Elle établit un précédent. Aucun équipement militaire, aussi sophistiqué soit-il, aussi bien gardé soit-il, n'est à l'abri d'une opération de commando bien planifiée. Cette leçon sera retenue par les services de renseignement du monde entier, changeant fondamentalement la façon dont les nations protègent leurs technologies militaires sensibles. Après 1969, les Soviétiques ne déploient plus jamais leurs systèmes radars les plus avancés sans une sécurité massive, avec des gardes renforcés, des défenses périmétriques complexes et même des explosifs intégrés pour détruire l'équipement en cas de tentative de capture. Sur le plan stratégique, l'opération Coq 53 contribue directement au succès israélien lors de la prochaine guerre majeure. En 1973, pendant la guerre du Kippour, la force aérienne israélienne utilise les contre-mesures électroniques développées grâce à l'étude du P-12 pour neutraliser partiellement les défenses aériennes égyptiennes et syriennes. Bien que cette guerre soit beaucoup plus difficile pour Israël que les conflits précédents, les pertes aériennes israéliennes auraient été catastrophiquement plus élevées sans les technologies de brouillage dérivées du radar volé 4 ans auparavant. Cette opération audacieuse a changé le cours de l'histoire militaire du Moyen-Orient et de la guerre froide. Que pensez-vous de cette mission? Était-ce du génie militaire ou de la folie audacieuse? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'une des opérations de commando les plus audacieuses de l'histoire, abonnez-vous à l'Énigme militaire et activez les notifications pour découvrir d'autres secrets militaires extraordinaires. Nos prochains documentaires révèlent des opérations encore plus incroyables qui ont chafé le monde.